Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land. Bienvenue pour la seconde partie au milieu des canaux d'Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Et nous allons, dans cette partie, nous pencher davantage sur cette société néerlandaise. Elle est réputée très libérale. Je pense bien sûr à la libéralisation du cannabis, de la prostitution et aussi, depuis 2001, à la possibilité d'obtenir une euthanasie pour les malades les plus graves. Le gouvernement voudrait d'ailleurs étendre ce droit. On regarde tout de suite ce reportage signé Luc Brown. Peter Yiskop a 96 ans. Chaque jour, il fait 15 minutes de vélo d'appartement pour garder la forme. Mais après le décès de plusieurs de ses proches, il souhaiterait pouvoir décider lui-même du moment de sa mort. Parce que je n'ai pas la pilule létale, j'ai connu beaucoup de moments très bas. Surtout après la mort de ma femme ou de ma fille. J'étais prêt à sauter du balcon. Mais à ces moments-là, on pense aux problèmes qu'on créerait pour les autres. Aux Pays-Bas, l'euthanasie est légale depuis 2002 pour ceux qui subissent des souffrances insupportables. Le gouvernement veut élargir la loi pour y inclure ceux qui considèrent avoir vécu une vie complète. En marin aguerri, Peter veut continuer à regarder l'horizon en étant le seul maître à bord. Est-ce que je peux décider de moi-même si je veux mettre fin à mes souffrances? Ça devrait être à moi de décider et non pas au gouvernement ou à la politique. Et c'est cela ma lutte. C'est pour ça que je me bats. C'est moi qui devrais décider de la fin de ma vie quand j'atteins le moment où je ne peux plus continuer. L'euthanasie est pour l'instant strictement réglementée, limitée à ceux souffrant de maladies sans espoir d'amélioration, ce qui inclut la démence ou la maladie mentale. Normalement, c'est le médecin traitant qui effectue l'injection après plusieurs consultations. Mais parfois, des patients optent pour cette clinique spécialisée où 500 personnes ont choisi de finir leur vie l'an passé. Ici, au milieu, on peut voir Monsieur Pietesma, juste après que notre équipe médicale lui ait fourni le moyen de mourir. Ce n'est pas un moment triste. C'est un grand soulagement pour le patient, et les familles aussi voient que c'est une amélioration. L'euthanasie fait désormais partie de la vie aux Pays-Bas, mais le débat n'est pas clos pour autant. Au Parlement, le parti de l'Union chrétienne s'oppose à l'élargissement de la loi, prônant une meilleure prise en charge de la fin de vie, au lieu d'y mettre un terme. Il y a beaucoup de gens, de personnes âgées qui sont vulnérables, qui ressentent une pression de la société. C'est comme si on leur disait « Tenez, voici une pilule, on n'a plus besoin de vous ici ». Et c'est ça le grand danger si le gouvernement commence à distribuer ce genre de pilules. En 2015, il y a eu 5500 cas d'euthanasie légale, c'est 75% de plus qu'il y a 5 ans. Un chiffre qui devrait croître dans les années à venir si cette nouvelle loi rentrait en vigueur. Pour ses défenseurs, à la Ligue du droit à mourir, elle est nécessaire pour éviter des drames individuels. Dans l'état actuel des choses, tu peux prendre une pilule ou décider d'arrêter de manger ou de boire. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas bien. Nous voulons que les gens soient accompagnés par un personnel médical vers une mort digne. Le gouvernement veut faire passer la loi avant la fin de l'année, mais le résultat des élections de mars pourrait aussi enterrer le texte. Et Peter devra encore patienter quelques temps avant de savoir s'il pourra choisir d'être le maître de son destin jusqu'à son dernier souffle. Et nous allons maintenant à la rencontre d'un eurodéputé, Paul Tang, bonjour. Ah, bonjour. Eurodéputé des socialistes ici, qui sont au gouvernement, il faut le dire maintenant en ce moment, avec Mark Rutte. Alors, on vient de voir un reportage sur l'euthanasie et l'envie d'étendre cette loi. Est-ce que cela fait polémique? Oui, ça amène toujours un grand débat de société. C'est le point de vue défendu par les progressistes et libéraux que d'avoir le contrôle sur sa vie. Mais pour d'autres gens, plus religieux, la vie est sacrée. Voilà la distinction, la discussion que l'on voit dans notre société. Alors, c'est vrai que nous sommes ici sur un terrain de foot d'Amsterdam. Vous êtes passionné de foot et vous nous dites Amsterdam, c'est une ville où on est plus optimiste que dans le reste du pays. Oui, Amsterdam a toujours été une terre d'accueil pour les migrants, où les gens viennent pour réussir leur vie, c'est une tradition.
Amsterdam est florissante depuis le milieu des années 80. Elle s'est développée. Les gens ont le sentiment qu'on peut y arriver. De là est né l'optimisme. Il y a des endroits aux Pays-Bas où les gens sont moins optimistes, voire carrément pessimistes à propos de leur futur. Ils s'inquiètent pour leur sécurité, leur santé ou encore leur retraite. Voilà les deux types de Néerlandais. Les optimistes n'ont aucun goût pour l'extrême droite. Et cette insécurité sociale et économique se traduit par l'incertitude sur l'identité culturelle. Alors justement, Paul Tang, on va aller à la rencontre de ces jeunes, ici même, et vous allez échanger avec eux sur leur futur, parce que ça les inquiète un petit peu évidemment le futur. Vous avez 17 ans et vous 18, c'est ça? Ouais. Donc toi, tu vas pouvoir voter. Tu sais pour qui voter? Non, pas encore. Et vous savez pour qui vous voteriez? Non, pas vraiment. Et comment vous allez faire votre choix? C'est une question difficile. On verra comment évoluera la campagne cette année et surtout on va s'intéresser à comment évolue le monde. Vous pensez que le monde est en train de changer? Ouais, on verra ce qui se passe. On espère le meilleur. Qu'est-ce que tu entends par le meilleur? Pas de guerre, la paix et pas de racisme dans le monde. Le racisme est un problème? Ouais, pas ici, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas ici, à Amsterdam? Non, pas à notre connaissance. On n'a pas remarqué. Vous ne le remarquez pas? Non, c'est vraiment multiculturel ici à Amsterdam. Vous ne pensez pas que la Hollande change aussi? On voit Geert Wilders bien placé dans les sondages, Donald Trump à l'extérieur, mais ici en Hollande, vous en pensez quoi? Si Geert Wilders est élu Premier ministre, la Hollande changera. En bien ou en mal? Non, en mal. Merci de le penser. Ouais, je suis un peu anxieux car il est raciste et très discriminant vis-à-vis de beaucoup de gens. Et c'est inquiétant, surtout envers les étrangers et ceux qui ne sont pas natifs des Pays-Bas ou qui ont 2 parents nés à l'étranger. Vont-ils pouvoir rester sur notre sol ou être expulsés? Oh, c'est effrayant. Moi, je pense aussi que c'est important de rester dans l'Union européenne. Ok, l'Union européenne est une opportunité économique. Les voyages, la mobilité. Mais ça signifie aussi une société ouverte. En voyageant, on rencontre les gens, des opportunités, et on apprend à vivre ensemble. Paul Tang, on vient de voir ce que nous disent ces jeunes. Votre pays, il est en particulièrement bonne santé économique. 6e mondial, il est retourné vers la croissance, 2% aujourd'hui. Après, c'est vrai, 3 ans de récession. Et puis son chômage, en dessous de 6%, beaucoup vous l'envourez. Pourquoi est-ce qu'il doute autant? On s'en sort bien économiquement, pas de doute. Le taux de chômage est passé sous les 5%, c'est excellent. Mais il y a des incertitudes. Des gens s'inquiètent pour l'assurance maladie et se demandent s'ils toucheront leur retraite plus tard. Ils se préoccupent aussi des questionnements vis-à-vis des employeurs. Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que ça sera un contrat permanent ou un job flexible? Mais vous vous tournez alors vers la transition écologique, car les transports verts ont véritablement le vent en poupe aux Pays-Bas. Désormais, 100% des trains roulent à l'électricité produite par les éoliennes. Simplement, les Pays-Bas doivent importer la moitié de cette électricité d'autres pays. Johan Baudin nous embarque à bord de l'un de ces trains du futur. Une bouffée d'air frais sur le rail néerlandais. Désormais, comme toutes les lignes, la liaison Haarlem-Amsterdam, la plus ancienne du pays, roule à 100% grâce à l'énergie éolienne. Kelly, contrôleuse depuis 2 ans, est fière de travailler à bord d'un des trains les plus écologiques au monde. L'énergie ne provient plus des centrales à charbon, mais des éoliennes. Les passagers ne voient aucune différence, mais les gens qui vivent dans la région, eux, le remarquent, car la qualité de l'air est meilleure. Donc cela concerne bien plus que les passagers. Les 600 000 usagers quotidiens des trains néerlandais ont désormais une empreinte carbone proche de 0. 1 heure de vent produit assez d'énergie pour alimenter un train sur 200 km. Et les voyageurs s'en félicitent. Je prends le train parce que je me préoccupe de l'environnement.
Alors ça rend mon choix encore plus rationnel. Et c'est vraiment une bonne chose face au réchauffement climatique. Nous espérons que de plus en plus de personnes aux Pays-Bas s'alimenteront grâce aux panneaux solaires ou aux éoliennes. Il faut être un peu idéaliste et beaucoup néerlandais, comme le PDG du rail des Pays-Bas, pour s'attacher à l'idée que le vent peut faire avancer des trains. Pour alimenter les lignes, le pays a construit 2 nouveaux parcs éoliens, comme ici à Westermeer, où tournent 48 turbines flambant neuves. Néanmoins, la moitié de l'énergie nécessaire à la compagnie est importée de Belgique et de Scandinavie. Nous utilisons la même quantité que tous les foyers d'Amsterdam réunis. Nous faisons partie du top 3 des plus gros consommateurs d'électricité. C'est pour cela que c'est aussi important d'utiliser les énergies renouvelables. Pas moins de 2000 turbines ont été installées ces dernières années dans les terres et sur la côte. Un changement de paysage dont tout le monde ne se réjouit pas. Dans le port d'Ourcq, pendant un an, des manifestations ont accueilli la construction de ce grand parc éolien offshore. Lynn Van Nussen se plaint de nuisances sonores et d'un littoral sauvage détérioré. Si vous regardez par ici, il y a des éoliennes. Et de l'autre côté, encore plus. Nous devons tous faire des sacrifices, mais ces éoliennes sont bien trop grandes pour cette zone. Et il y en aura toujours plus. Et toute la nature de cet endroit sera détruite. Ce n'est plus qu'une grande zone industrielle. Au total, l'éolien représente aujourd'hui 6% de l'alimentation en électricité, soit un tiers de plus que l'an passé. Mais bien en dessous des objectifs fixés par l'UE, les Pays-Bas demeurent alimentés en grande majorité par les énergies fossiles. Alors Cora, on se retrouve à l'Agence spatiale européenne parce qu'il y a l'un des plus grands centres ici aux Pays-Bas, à Noordwijk. Et c'est évidemment passionnant, la conquête spatiale. Vous êtes l'une des porte-paroles sur ce sujet au Parlement. Et c'est vrai aussi qu'on constate qu'on ne peut pas le faire tout seul dans son coin, un seul pays. C'est quelque chose qui demande la coopération des nations européennes. On a besoin de l'espace au quotidien, que ce soit pour les GPS dans nos voitures, la télécommunication pour se connecter, les données d'observation de la Terre pour aider l'agriculture, etc. Pour toutes ces raisons, nous devons être indépendants de l'Amérique et de la Russie. Cela nécessite beaucoup d'investissements et aucun pays de l'Union européenne ne peut le faire seul. Alors 12 milliards d'euros versés donc de 2014 à 2020. Mais est-ce que justement ce budget en pleine crise n'est pas un peu en danger ? Eh bien, c'est beaucoup d'argent, mais il faut savoir que c'est un investissement pour l'avenir. Nos entreprises doivent être compétitives par rapport au reste du monde. Et pour cela, on a besoin d'une bonne interconnectivité. Alors justement, on rencontre Léopold Zumberger. Bonjour. Bienvenue Alésa, Esther. Bonjour. Bienvenue. Pourquoi c'est important pour l'Europe de développer cet espace ? D'ailleurs, c'est une matière où elle est forte en plus. Effectivement, l'Europe a plus que la moitié du part de marché pour le lancement. Pratiquement toutes les grandes entreprises de télécommunications, et c'est le marché le plus important pour le moment, sont européens. Ils sont basés à Luxembourg, ils sont basés à Londres. Et c'est grâce aux investissements des Européens dans le passé. C'est à cause de ça qu'on a cette position maintenant. Et pour garder cette position et pour avoir la même position dans quelques années pour les nouveaux marchés du futur spatial, il faut investir maintenant dans l'observation de la Terre, dans les nouveaux satellites de télécom avec des bandes passantes plus importantes. On a mentionné le Brexit, l'importance peut-être des Britanniques qui quitteraient ce programme. Ça met en danger le programme spatial. Le Brexit nous inquiète pour plusieurs raisons. Par exemple, l'Airbus est construit sur le continent, mais les ailes, elles, sont fabriquées au Royaume-Uni. Il va donc falloir trouver une solution, parce qu'on ne peut rien faire avec juste des ailes ou avec un corps d'avion sans ailes. Si je peux ajouter peut-être qu'il n'y a aucune indication que le Royaume-Uni va quitter l'ESA. On sait bien que les Chinois veulent aller sur la Lune, peut-être les Américains visent Mars, mais nous, quelle est notre vision du futur ? Quel est le projet fédérateur des Européens ? On n'entend pas beaucoup parler.
Alors, en Europe, on a toujours eu une approche très rationnelle, très économique à l'espace. On investit dans l'espace parce que ça a des retombées directes sur la Terre pour nos entreprises, pour notre économie. Chaque euro investi par les publics génère 6 euros de bénéfices. Ce qu'on n'a pas encore fait en Europe, c'est d'avoir un projet visionnaire qui rassemble toute l'Europe vers un but de l'exploration. On a fait ça un peu dans les missions scientifiques pour, par exemple, se poser sur un comète comme on a fait sur Rosetta. Mais on n'a pas eu en Europe cette approche plus politique à utiliser l'espace comme un outil de politique étrangère. Je crois que notre politique spatiale a toujours été très terre-à-terre, si je peux utiliser cette expression. Vous n'auriez pas envie, un jour, de partir dans l'espace ? Non, ce ne serait pas pour moi, pas du tout. Je préférerais rester dans le centre de contrôle pour voir comment lui, il s'envole. J'aurais toute confiance si elle est dans le centre de contrôle. Non, un petit tour dans l'espace. Si, ça me motive quand même. Oui. Quand même. Surtout quand on voit ce que Thomas Pesquet fait en ce moment à la station spatiale. L'astronaute français, tout à fait. Moi aussi, j'irais bien faire un petit tour dans l'espace. En attendant, je vous laisse avec ces images de l'Agence spatiale européenne qui vous font rêver. Et puis, on se retrouve comme toujours le mois prochain pour l'Europe dans tous ses états, dans un autre pays.